Voilà, donc du coup, c'est fini pour l'introduction. Donc je vais demander à Florence Maupertuis et donc Stanislas Subac de mettre en route leur micro et leur caméra. Et puis donc voilà, ils vont nous présenter les résultats d'un essai qui a été mené sur l'engraissement de porc au pâturage, donc chez Karl Schier. Bon, je vais débuter donc. Alors moi, dans le cadre du programme EcoFeed, j'étais en charge d'animer un groupe d'innovation en France et également de suivre la mise en place d'un essai de pâturage des porcs au stade de finition qui a été mis en place donc chez Karl Schier. Donc cette présentation, on va vous la présenter à deux voix. Donc Florence Maupertuis de la Chambre d'agriculture qui va intervenir dans un deuxième temps et moi pour commencer, donc qui vais vous présenter la première partie de cette présentation. Donc Antoine, merci. Donc je vais vous parler d'une part de la faisabilité d'une pratique innovante, parce que ce qu'on vous présente, donc c'est une pratique qui est d'une manière générale très peu présente sur le territoire français et qui n'était pas présente non plus jusqu'à peu chez Karl Schier. On va vous présenter quelques éléments portant sur le comportement, les performances des animaux et également quelques notions liées à la qualité des carcasses, le TMP en particulier. Et voilà. Donc on va pouvoir aller sur la suivante. Donc l'objectif du recours au pâturage qui est mis en place est d'une part d'augmenter l'autonomie de la ferme, de réduire le coût alimentaire pour l'éleveur et également d'améliorer la qualité des carcasses, donc en termes de TMP et la valeur nutritionnelle de la viande, en particulier les profils d'acides gras. Donc pour y parvenir, voilà, on a conçu et évalué un calendrier annuel de pâturage dans l'objectif de maximiser au maximum, si possible tout au long de l'année ou tout au moins le plus longtemps possible tout au long de l'année, les fourrages produits sur la ferme, en priorisant d'abord le fourrage que les animaux vont récolter par eux-mêmes et en ayant en tête aussi qu'il y a la possibilité de distribuer ce fourrage-là sur les périodes où les animaux n'auront pas accès au pâturage. Donc l'élevage qui accueille l'essai, c'est la ferme de Karl Schier. Donc c'est une ferme qui est située dans les Pays de la Loire, à Noyant-la-Gravoyère. Donc vous voyez en haut à droite là, la localisation de la ferme. Donc c'est un élevage qui est compatible avec l'élevage de plein air dans la mesure où il a un sol sablo-limoneux. En quelques mots, les principales caractéristiques, donc il y a 45 truies, environ 750 porcs qui sont produits par an. L'aliment concentré est intégralement acheté, il n'y a pas de FAF sur la ferme. Et par contre, les fourrages qui sont consommés sont intégralement produits sur la ferme. C'est une conduite en 4 bandes, des bandes de 80 à 120 porcs, toutes les 6 semaines. Donc là, cette petite diapo vous permet de comparer les anciennes pratiques de Karl à celles qui sont proposées dans le cadre de l'essai qu'on a mis en place. Donc jusqu'à présent, les animaux étaient élevés de la naissance jusqu'à 18 semaines en plein air, donc les porcelets, les PS et la croissance en plein air. Et la finition était effectuée à partir de 18 semaines en bâtiment. L'objectif de l'essai, donc si tu peux juste cliquer une fois, Antoine, s'il te plaît, était, voilà, la différence avec l'ancienne pratique, c'est qu'à partir de 18 semaines, les animaux en stade de finition ont également accès à du plein air, en particulier à un pâturage, donc ils ont accès à des parcours qui ont été optimisés pour la valeur protéique, en particulier des cultures implantées. Alors, cette diapositive vous présente la parcelle auquel les animaux ont accès. Donc, c'est une parcelle qui est composée de 7 bandes élémentaires. Donc, 7 bandes qui font en moyenne 24 mètres de large. La surface varie de un demi-hectare à quasiment 1 hectare. La majorité des bandes faisant environ entre 0,7 et 0,8 hectares. Donc, sur 2020, il y a 4 couverts différents qui ont été implantés. Donc, des couverts pérennes et des cultures fourragères annuelles. Donc la parcelle 1 a été semée en luzerne, trèfle violet, trèfle blanc, avoine et pois. Les bandes 2 et 3 ont été semées en maïs haricot. Les 4 et 5, un mélange de raigrats, de trèfle, d'amarante et d'avoine. La 6, de la betterave fourragère. Et la 7e, un mélange de moa et de trèfle. Donc trèfle incarnat et trèfle d'Alexandrie. Donc, vous voyez que le bâtiment d'élevage est à proximité immédiate du
des parcelles auxquelles les porcs ont accès par un chemin d'accès qui fait dans sa plus grande longueur quelques centaines de mètres pour aller à la bande la plus éloignée. Environ 700 mètres de mémoire. Voilà, on peut passer à la suivante. Donc la diapositive suivante vous présente le calendrier de pâturage. Donc on a repris les 7 bandes, donc les 7 parcelles avec les mélanges que je viens de vous citer. Et sur chacune des lignes, on a indiqué en fait la période, enfin la date de semis, et ensuite la période d'implantation de la culture, et également l'exploitation qui a été faite du couvert. Donc il y a certains couverts qui ont été enrubanés, dans l'objectif prioritaire d'être utilisés sur la ferme, mais également en cas de production trop importante, c'est un enrubannage qui peut être vendu hein, si nécessaire. Et les parcelles qui ont été pâturées et suivies dans le cadre du dispositif sont les parcelles 7 et 3. Donc le lot de porcs suivi a débuté son pâturage sur un mélange de moa, trèfle incarnat, trèfle alexandrie. Les animaux ont eu accès à la parcelle le 3 juillet. Ils en sont sortis le 28 juillet et ils ont été mis dans la foulée sur une parcelle de maïs haricot entre début septembre et mi-octobre, qui correspond à la période d'abattage. Donc ce qu'on vous présente, en fait, ce n'est pas le comportement des animaux sur les 7 couverts, mais c'est vraiment sur ces 2 couverts-là en particulier. Les données qui ont été suivies dans le cadre de l'essai, je ne vais pas trop m'attarder, mais c'est quand même pour que vous ayez une idée globale de ce qu'on a suivi. Donc, Antoine, il va falloir appuyer au fur et à mesure. Voilà, donc on a fait des observations de comportement des animaux, c'est-à-dire leur appétence, les espèces préférées à la consommation, leur capacité à se déplacer tout seul par leurs propres moyens jusqu'à la parcelle, etc. Il y a 3 pesées qui ont été réalisées à 3 stades différents, des données carcasses, poids et TMP qui ont été enregistrées. On a également réalisé des analyses de profil d'acide gras. Alors malheureusement, je vous l'ai mis en non gras et entre parenthèses, puisque en raison de problèmes méthodologiques, les données, on a un peu de mal à exploiter les données, donc on ne va pas trop s'attarder dessus. Et côté fourrage, on a réalisé des analyses de fourrage, enfin, il va y avoir des analyses de fourrage, je ne vais pas pouvoir vous les présenter parce que les résultats ne nous sont pas parvenus, mais on a fait donc des analyses de fourrage et également des comptages. Alors, voilà, là pour vous illustrer un petit peu la façon dont il s'y est pris pour procéder aux analyses de fourrage. Donc ça c'est l'exemple du mélange maïs-haricot. Donc on a réalisé des prélèvements sur 4 fois 2 mètres linéaires de maïs et de haricots. On a prélevé l'intégralité de la végétation, ensuite on les a triés par composante de rendement. Donc on a séparé les feuilles, les tiges, les épis et les haricots. On a pesé séparément chacune des composantes et ensuite on a tout envoyé au laboratoire pour les analyses. Les pesées ont été réalisées à 3 périodes, au sevrage, à 18 semaines, donc 18 semaines hein, pour mémoire, donc c'est le moment où les animaux passent des parcs plein air au parcours optimisé pour leur alimentation au stade de finition. Et une dernière pesée a été faite juste avant l'abattage. Voilà, donc des conditions de pesée qui étaient qui peuvent soit se faire en plein air, ce qui est assez compliqué, donc merci à Karl pour sa contribution, parce que c'est toujours techniquement assez difficile de peser des animaux en plein air, et des pesées qui ont été faites également en bâtiment, là sur la photo que vous voyez sur votre droite. On peut passer à la suivante. Donc pour parler un peu plus précisément des résultats et de l'organisation qu'il a été nécessaire de mettre en place concrètement sur le terrain. Donc, les clôtures mobiles qui ont été utilisées, c'est des rubans électriques et des simples piquets. Donc, les premiers tests ont été réalisés avec 2 rangées de rubans parce que Karl souhaitait vraiment assurer coûte que coûte la présence des animaux dans les paddocks pour qu'ils consomment la végétation qui leur était offerte et qui ne cherchent pas à aller à côté. Mais en fait, l'expérience a montré que finalement, Antoine, si tu peux cliquer, finalement, un seul ruban a suffi, ce qui s'est avéré vraiment beaucoup plus simple en termes d'organisation, parce que ça fait partie des éléments qu'il faut prendre en compte, hein, c'est le temps de travail, et en particulier, les clôtures pèsent de façon assez conséquente sur cet aspect-là. Donc l'objectif, c'est bien de créer des paddocks, donc limiter l'accès aux animaux à des surfaces réduites
pour mettre une pression suffisante sur la végétation et les obliger à consommer la végétation sur place. Alors, il y a des bandes broyées ont été aménagées en pourtour de chacun des paddocks. Alors, il y avait deux objectifs. Le premier, c'était de faciliter la circulation des animaux, parce que lorsque les animaux étaient face à un couvert potentiellement un peu haut, comme le maïs haricot, le fait d'aménager des couloirs sur les côtés de la culture et derrière la culture a stimulé les animaux pour circuler dedans. Tout à l'heure, je vous montrerai une petite vidéo et vous verrez que ça a très très bien fonctionné. Le deuxième objectif, c'était tout simplement bien visualiser les rubans, notamment en fond de paddock. Le ruban noyé dans la végétation, alors déjà techniquement pour l'éleveur, venir le positionner, c'était compliqué. Donc il a broyé. Et ensuite pour les animaux, pour qu'ils ne soient pas surpris, qu'ils voient le ruban, en fait, cette solution s'est avérée très pratique. On peut passer à la suivante. Donc vous avez des... Voilà. Alors la conduite a été menée au fil avant. Donc ça, c'est une conduite qui est adaptée au cas particulier des cultures fourragères annuelles. Pour le cas de cultures pérennes, probablement qu'il ne faudrait pas procéder de cette façon-là. Donc là, l'exemple qui vous est donné, c'est celui de la parcelle de Moa Trèfle. La parcelle numéro 1 qui est dans la pointe tout en bas, donc c'est la première zone qui était pâturée et qui était clôturée selon le pourtour noir. Et il y avait un fil représenté en bleu en haut qui a été déplacé lorsque les animaux ont fini de consommer la végétation présente dans ce premier paddock et on a avancé le fil. L'avantage, c'est qu'en termes de temps de travail, c'est plus simple d'avancer simplement un fil. L'inconvénient, c'est que les animaux ont toujours accès à la première zone pâturée. Donc, quand la parcelle va être retournée derrière, ce n'est pas forcément un problème parce que de toute façon, le sol va être travaillé. Pour une culture pérenne, ça peut mettre en péril la durabilité de la parcelle, ça peut occasionner des trous. Donc là, on privilégiera une conduite au fil avant, fil arrière, en aménageant sur le côté un couloir d'accès aux parcelles suivantes. Voilà pour cette diapo. Alors, le mouvement des animaux vers les parcelles a été, on va dire, il a fallu dans un premier temps stimuler les animaux en positionnant de façon stratégique des nourrisseurs et des abreuvoirs sur les parcelles. Mais en fait, Karl pourra sans doute en témoigner tout à l'heure, la routine s'est mise en place extrêmement facilement par les animaux. En quelques jours, tout au plus, ils prenaient le réflexe de sortir par eux-mêmes le matin et pour aller au champ. Voilà. Néanmoins, Karl a poursuivi cette stratégie de mettre de l'aliment et de l'eau sur les parcelles pour vraiment s'assurer que les animaux passent un temps suffisamment conséquent à l'extérieur. Alors, les mouvements maintenant entre paddocks. Donc, les paddocks, je ne vous ai pas parlé de leur dimension jusqu'à présent. Donc là, il a fallu tâtonner un petit peu pour définir des surfaces optimales. Donc, dans le cadre de cet essai, leur taille a varié entre 700 et 900 mètres carrés. Il y a 3 paddocks de Moa trèfle qui ont été réalisés et 10 paddocks de maïs haricot. Alors, si tu cliques un coup, Antoine, en fait, le changement de parcelle a été décidé selon le stade physiologique de la culture. C'est-à-dire que les porcs n'avaient pas fini de consommer l'intégralité de la parcelle de trèfle Moa, mais on s'est rendu compte que le stade physiologique était trop avancé, que les porcs ne consommaient plus suffisamment de végétation, donc on a pris l'initiative de changer de parcelle plutôt que de les laisser consommer une culture qu'ils finalement ne valorisaient plus énormément en fin de cycle. Le temps moyen passé par paddock pour le Moa trèfle, c'était environ 9 jours. Et sur le maïs haricot, les animaux sont allés beaucoup plus vite. Au bout de 3 à 4 jours, il fallait avancer le fil. Donc une appétence certaine pour ce mélange, ce couvert maïs haricot. Alors là, on doit être arrivé au petit film. Donc je vais vous laisser visionner. Ça dure un peu moins de 2 minutes.
Donc là, ils empruntent les couloirs sur les côtés. Ça semble bloqué. Donc aucune appréhension à rentrer dans le couvert. Voilà, donc on est arrivé au bout. Alors cette vidéo, ainsi que d'ailleurs l'ensemble du diaporama, est disponible en version anglaise sur le site Organic Farm Knowledge. On vous enverra le lien. Je pense que la version française pourra sans doute aussi être disponible. Elle ne l'est pas aujourd'hui, mais un lien sera sans doute créé. Alors, en termes d'appétence, sur le couvert Moa trèfle, on a noté une très très nette préférence pour le trèfle. Donc là, le graphique qui vous est présenté comptabilise la végétation avant le pâturage et après le pâturage. Et en fait, on a comptabilisé sur un certain nombre de points la présence ou l'absence de chacune des espèces. Et on remarque donc qu'avant le pâturage, on retrouve sur chacun des points où on a fait des comptages, dans 90% des cas, on retrouve du MOA, enfin dans 88% des cas, on trouve du MOA, et dans 91% des cas, on trouvait du trèfle. Alors qu'après le pâturage, on ne retrouvait du trèfle que dans un lieu de comptage sur 2. Et encore, quand on en retrouvait, c'était en général un trèfle qui était piétiné ou abîmé ou caché dans une touffe de Moa. Donc vraiment une préférence très très nette pour le trèfle de la part des porcs. Ce qui s'explique aussi par un stade du Moa qui était sans doute un peu trop avancé. On peut passer à la suivante. Donc ça, c'est quelques photos un peu pour illustrer. Donc après le passage des porcs sur le mélange Moa-trèfle, donc il y a de nombreux résidus qui étaient piétinés, donc composés en très grande majorité de Moa, des feuilles de Moa qui étaient, enfin des plantes de Moa qui étaient parfois partiellement consommées uniquement. Donc sur la diapo du milieu, là on voyait très très nettement un certain nombre de tiges qui étaient coupées sur la partie supérieure, et on a réussi à observer à de nombreuses reprises les porcs qui effectivement allaient croquer le dessus en fait de la plante qui était plus tendre et qui délaissait la base. Et sur la droite, donc un exemple de trèfle non consommé qui correspond à un trèfle qui était noyé au milieu d'une touffe de Moa. On peut passer à la suivante. Donc globalement, si on conclut sur ce mélange Moa-trèfle, donc le stade de Moa était trop avancé lorsqu'on a débuté le pâturage. Il aurait été préférable de mettre les animaux avant. Il a été partiellement consommé. En général, les tiges étaient donc cassées à 20-30 cm du sol. Quelques-unes étaient coupées bien plus ras. Et donc beaucoup de végétation gaspillée et piétinée, comme je vous l'ai déjà dit. Le trèfle, donc très bonne consommation. Très peu de trèfle comptabilisé en fin de période de pâturage. Et donc quelques trèfles noyés au milieu de touffes de Moa piétinées. On a remarqué aussi qu'il y avait pas mal de kénopodes dans la parcelle, et en général, les porcs ont consommé quasiment l'intégralité des feuilles de kénopodes. On retrouvait les tiges dressées, mais sans les feuilles. Et on les a observés également consommer des kénopodes. On peut passer à la suivante. Pour la conclusion sur le couvert maïs-haricot,
Donc, au niveau du maïs, une excellente consommation des épis. C'est simple, on n'a retrouvé absolument aucun épi dans la parcelle après le passage des animaux, donc c'est vraiment du 100%. Lorsque l'épi était au stade, enfin les grains étaient au stade pâte laiteux, les animaux consommaient tout, y compris la rafle. Et au fur et à mesure que le maïs gagnait en maturité, on finissait par retrouver les rafles comme sur la photo. Donc les feuilles jeunes ont été consommées de même que le haut des tiges. Par contre, la base des tiges et les feuilles sèches, elles, n'étaient pas consommées. Et les parties ligneuses des tiges étaient recrachées. Donc la photo, c'est pas du tout un montage, c'est pris directement dans le champ. C'est une partie de fibres issues de la canne de maïs qui était mâchée et recrachée par les porcs. Les haricots, eux, ont été consommés de manière imparfaite. C'était les jeunes feuilles qui étaient les plus consommées. Les feuilles plus âgées, dès qu'elles étaient un peu plus dures, en fait, elles n'étaient pas consommées par les porcs. Ou moins, en tout cas. Voilà, moi je crois que j'ai fini pour ma partie. Je vais laisser la parole maintenant à Florence qui va prendre le relais sur les résultats zootechniques. Oui, donc on va continuer par les performances zootechniques des porcs. J'ai un écho, je sais pas si... Ouais, voilà. Donc du coup, première chose avant de parler des lots en essai, en fait, on a compilé un peu les résultats Uniport chez Carl là, depuis la mise en place de l'accès au plein air pour les animaux en finition. Et la tendance générale, en fait, c'est qu'on a des animaux qui sont moins gras, hein, qui font beaucoup plus d'activité, donc moins de dépôts de gras, donc un TMP qui s'améliore au fur et à mesure du temps depuis que cette pratique a été mise en œuvre. Par contre, avec un poids de carcasse, lui, qui a tendance à baisser, puisque du coup, on a des animaux qui se dépensent davantage. Et donc, pour la même quantité d'aliments consommés, vont avoir une durée d'engraissement plus longue ou un poids de carcasse plus faible à âge égal. Donc, si on zoome maintenant sur les résultats des lots qu'on a suivis, en fait, alors, faut rester apporter beaucoup de nuances aux résultats. Vous voyez que les effectifs sont faibles. Hein, on est sur une douzaine de porcs qui ont été suivis. Donc, voilà, ça donne des tendances, mais qu'il va sans doute falloir confirmer dans des essais ultérieurs. Mais donc, on a suivi un lot qui avait accès au plein air. Alors, on a marqué sans pâturage, c'est juste parce que c'était le lot test, en fait, un premier lot qu'on avait suivi, mais qui sortait sur des parcelles sur lesquelles le couvert végétal n'avait pas été optimisé pour la valeur nutritionnelle. Donc, voilà, ils accédaient au plein air, mais sans avoir vraiment travaillé la partie couvert végétal. Et l'autre lot qu'on a appelé avec pâturage, c'est le fameux lot 3 dont Stan vous a parlé, donc qui a pâturé le moa trèfle puis le maïs haricot. Et donc dans ces lots, on avait pesé les lots à 6 semaines d'âge au sevrage et on les a repesés quand ils sont rentrés dans le bâtiment. Donc normalement en théorie hein, c'est à 18 semaines. Bon là en réalité c'était un petit peu décalé. Donc le lot plein air a été pesé à 19 semaines et le lot avec pâturage à 21 semaines. Où, bon, ils étaient autour de 60 kilos vers ce stade-là. Et donc là, à partir de ce moment-là, démarrait vraiment la phase finition avec accès au pâturage. Et donc, ce qu'on peut retirer, donc on a fait une pesée avant le premier départ à l'abattoir de tous les porcs. Et ce qu'on peut voir, en fait, c'est que les performances de croissance des lots sont assez proches, avec peut-être quand même un petit plus pour le lot qui avait accès au pâturage. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que le lot qui avait accès au pâturage un peu optimisé, il était rationné, donc la quantité d'aliments concentrés distribués avait été réduite de 30% par rapport à la conduite habituelle, alors que le lot qui avait accès au plein air sans pâturage optimisé, lui, recevait une ration classique. Donc, voilà, une petite tendance pour montrer quand même que le pâturage a plutôt bien fonctionné et a quand même permis de compenser la restriction alimentaire. Donc, si on regarde ce que ça donne maintenant sur les résultats d'abattage, les résultats de carcasse, donc là, les effectifs sont encore plus faibles puisque c'est uniquement, on a suivi les animaux qui sont partis sur le premier départ de la bande à chaque fois. Donc, vous voyez, on avait 9 ou 7 animaux. Et donc, la tendance qu'on peut retenir, c'est que les animaux du lot plein air avec pâturage optimisé sont moins gras, plus maigres, hein, avec un TMP de 61,5, avec une tendance quand même à ce qu'ils soient légèrement
plus légers au premier départ que leurs collègues du lot sans pâturage optimisé. Donc voilà, c'est des premières performances, vraiment des tendances, hein, voilà, à nuancer énormément vu la taille de l'échantillon. Mais on peut retenir qu'on a plutôt une compensation au moins partielle par le pâturage et des tendances à des animaux moins gras. Alors, les aspects économiques dans tout ça. Donc, il y a plusieurs points d'attention à retenir. Premier point, donc, le coût relativement élevé des cultures fourragères quand on mise sur des cultures fourragères annuelles. Et du coup, ça pose la question de peut-être se dire d'aller vers une priorisation plutôt de cultures pérennes ou pluriannuelles pour limiter ce coût. Il faut aussi prendre en compte donc, le travail supplémentaire pour l'éleveur et notamment la gestion des clôtures mobiles, l'avancement des fils avant, fils arrière, les bandes broyées, voilà tout ce travail-là. Et l'autre point sur lequel on n'a pas beaucoup travaillé mais qui serait à travailler, c'est en cas de mauvaises conditions météo, d'avoir la possibilité donc de distribuer des fourrages récoltés en bâtiment les jours où les porcs ne peuvent pas sortir pour pâturer dans de bonnes conditions. Concernant la réduction du coût alimentaire, donc dans les conditions de l'essai, je vous l'ai dit, la bande qui avait accès au pâturage optimisé, on avait appliqué une réduction relativement sévère hein, de 30% par rapport à la conduite habituelle. Donc avec une réduction de ce niveau-là, on peut accepter une augmentation de la durée de présence, de la durée d'engraissement, sans pour autant augmenter la quantité d'aliments consommés par porc au final. Donc il ne faut pas par contre que cette durée d'engraissement s'allonge de plus de 30 jours, sinon on va avoir au final consommé la même quantité d'aliments que si on n'avait pas appliqué de réduction. Mais ça laisse quand même une certaine latence, quoi, 30 jours, donc on peut accepter une petite augmentation de la durée d'engraissement. En revanche, si on appliquait un rationnement moins sévère, ce qui serait peut-être à tester aussi, puisque 30%, c'était quand même un rationnement vraiment important. Du coup, par exemple, imaginons un rationnement de 15% par rapport à une ration complète. Ben là, il faut faire attention à ce que l'allongement de la durée d'engraissement ne soit pas trop important, puisque dès qu'on aurait une durée qui s'allongerait d'une douzaine de jours, au final, on consommerait la même quantité d'aliments par porc sorti, donc il n'y aurait pas d'économie d'aliments concentrés. Donc, et pour finir, donc, il y a un équilibre à trouver entre le poids de carcasse et la durée d'engraissement et le TMP. On sait que plus on va rationner, plus on va avoir des TMP qui vont être élevés. Mais dans le même temps, plus on risque de dégrader le poids de carcasse ou alors d'allonger la durée d'engraissement pour atteindre un poids de carcasse suffisant. Donc, il va falloir trouver un équilibre entre ces différents critères. Donc ça n'a pas encore pu être quantifié économiquement dans le cadre de ce premier essai puisqu'on était sur des effectifs d'animaux relativement faibles. La seule chose vraiment, la tendance qu'on peut vraiment dégager, c'est que le TMP moyen de l'élevage a significativement augmenté depuis la mise en place de cette pratique. Et donc maintenant, si on donne un peu le regard de l'éleveur, et alors je ne sais pas si après on donnera la parole à Karl tout de suite ou si on attend d'avoir des questions, mais en gros, ce qu'on peut dire, c'est que les avantages qui ont été soulignés par Karl, bah, l'objectif, hein, c'est vraiment de réduire la quantité d'aliments concentrés utilisés, donc voilà, il faudra bien s'assurer que cette pratique-là permet bien d'économiser de l'aliment concentré. La bonne nouvelle, c'est que la routine semble très facile à instaurer. Et une autre bonne nouvelle, c'est une bonne surprise, c'est que le sol en fait est relativement préservé après le passage des animaux, alors qu'on pouvait craindre en fait que les animaux dégradent énormément le sol. Ce n'est pas le cas, donc ça c'est plutôt une bonne surprise. Et autre avantage, donc les retours positifs des consommateurs, puisque Karl fait aussi un petit peu de vente directe et que donc il a pu avoir des clients qui lui ont fait des retours positifs sur cette pratique. Côté inconvénient, donc il faut souligner bien sûr que ça demande du travail supplémentaire, hein, donc on en a parlé pour la réalisation des clôtures et le suivi, le déplacement de fils, les changements de paddock, etc. Autre inconvénient, donc le coût des semences, donc d'où notre réflexion sur le fait de sans doute privilégier davantage
des cultures pérennes et moins de cultures annuelles. L'autre inconvénient, c'est que il faut faire avec les caprices de la météo, et Dieu sait que pendant l'essai qu'on a conduit, on a eu pas mal de déboires de ce côté-là. Donc, donc ça fait vraiment partie des points qui peuvent être des inconvénients, c'est-à-dire qu'on met tout en place pour que le pâturage se fasse, et puis la météo, des fois, n'est pas de la partie et ne nous facilite pas forcément la vie. Un autre point de vigilance, c'est qu'on a vu que les fourrages, dès qu'ils arrivent à un stade physiologique trop avancé, sont mal valorisés par les porcs, voire non consommés. Donc la fenêtre de pâturage optimale, en fait, elle est quand même assez courte, et donc il faut essayer de bien optimiser ce moment de pâturage. Et puis le dernier point qui est plus une réflexion, c'est de se dire, quand on a mis en place toute cette pratique, l'idée ce serait de pouvoir avoir au final un produit différencié à proposer aux consommateurs, avec des aspects santé, des aspects bien-être animal et une image positive, bien sûr, de l'accès au plein air. Donc, voilà un petit peu les différents points qui se dégagent de cet essai. Ok, merci. Merci Florence. On va avoir un petit moment de questions. Donc, ce que je vous propose, c'est pour démarrer, donc Brieux a dû collecter les principales questions. N'hésitez pas à continuer dans le chat, à en poser si nécessaire. Et peut-être, Karl aussi, si tu veux répondre à certaines questions ou faire un petit retour aussi, voilà, n'hésite pas à ouvrir ta caméra et ton micro. Donc, bonjour à tous. Donc, concernant les questions, donc la première question qui a été posée, c'est une question assez complète. Dans les zones soumises au changement climatique de plus en plus marqué, il devient difficile de pouvoir proposer aux animaux des zones de pâturage régulièrement productives. Comment proposez-vous de pallier ce problème? Je ne sais pas si Stan, si tu peux apporter un éclairage là-dessus. Oui, effectivement, c'est une question qui est vaste et qui n'est pas évident d'y répondre. Là, avec le peu de recul, ce que peut-être on peut dire, c'est que globalement, l'idée, c'est plutôt de s'orienter vers des cultures pérennes pour déjà ne pas avoir la difficulté de l'implantation, parce qu'on s'est rendu compte là que sur le démarrage de cette action-là, il a fallu tout semer, parce qu'on est parti de zéro, donc toutes les parcelles ont dû être semées, et en raison des conditions hivernales qui étaient compliquées et d'un printemps très compliqué, Karl a eu énormément de mal à trouver la fenêtre météo pour semer au bon endroit. Donc ça, c'est déjà un premier élément de réponse, c'est des cultures pérennes. Ça veut dire qu'une fois que la culture est bien implantée, on a moins la difficulté de ressemer chaque année une culture pour qu'elle arrive dans des bonnes conditions à un bon stade de pâturage. Et puis après, c'est aussi donner la possibilité de choisir des espèces prairiales qui vont être complémentaires et valoriser celles qui en particulier peuvent mieux s'en tirer en période estivale, en particulier quand il fait chaud. Donc là, on a déjà une réflexion dans ce sens-là qui est en cours pour les prochains semis, et donc on pense à des cultures notamment comme la chicorée ou d'autres plantes prairiales graminées plus résistantes à la sécheresse. Et peut-être pour compléter, Stan, on peut dire aussi la réflexion là de se dire que quand la fenêtre de pâturage est courte, on peut aussi se permettre peut-être de récolter des fourrages à des stades optimaux pour qu'ils puissent ensuite être redistribués sur des périodes où la météo ne permet pas le pâturage ou aurait fait que les porcs n'auraient pas pu le valoriser au stade optimal, quoi. Donc ça, on ne l'a pas trop travaillé dans l'essai, mais c'est certainement une pratique complémentaire au pâturage qu'il faut regarder de plus près. Ouais. Donc ensuite, il y a une question sur le type de haricot qui a été utilisé dans le maïs. Et donc Stanislas a apporté une réponse. Il s'agissait donc de Kopi, qui est une variété de maïs qui n'a pas de gousse. Et dans le cadre de l'essai, il y avait aussi l'haricot tarbé qui avait été envisagé en association et qui n'a donc pas été implanté. Une seconde question sur le nombre de porcs en même temps sur une parcelle lors du pâturage des porcs chez Karl. Donc de mémoire, on a essayé de pas trop dépasser 50 porcs, c'est ça?
Bon, il me semble que c'était à peu près 50, puisque c'était un petit lot, il devait y avoir à peu près 70 animaux dans le lot. Pour pouvoir voir le témoin, il y en a une vingtaine qui restaient en bâtiment, donc on devait être à peu près sur 50 animaux, et sur une surface, comme je le mettais dans le diaporama, qui variait entre 700 et 900 mètres carrés. C'est ça. Et pour la suite, Karl le redira peut-être, mais on s'orienterait vers des lots encore un petit peu plus petits, parce que finalement, 50 animaux pour optimiser la gestion du couvert, c'est peut-être un peu trop. Donc, à voir si ce serait pas judicieux d'être sur des lots plutôt 25-30 porcs. Je vois que Karl a allumé sa caméra. Il veut peut-être dire quelque chose. Non, il y a un truc important à signaler, c'est que on n'a pas parlé de ça et c'est regrettable que depuis le début de ces essais, on a carrément changé notre système avec le prolongement de période plein air. Et on a forcément été en stade d'observation. Et on n'a pas peut-être vu ou trouvé une explication pour certaines choses qu'ils ont passées. Et malheureusement, peut-être on a manqué un suivi, on va dire, vétérinaire très pointu parce que on a été diagnostiqué avec l'SDRP il y a quelques années. On n'a pas vu les manifestations dans les animaux du tout. On a mis un programme de vaccination, mais malheureusement, l'hiver, pas celui on a passé, mais celui avant, a déclenché beaucoup de problèmes. Et on n'a pas forcément associé ces problèmes avec les maladies ou avec l'essai. Ça veut dire qu'on était un petit peu aveugle, on était à le stade d'observation. Et je suis convaincu que forcément, on a payé un petit peu de prix, malgré le fait que le TMP est beaucoup mieux. Les problèmes on a vu en poids de carcasse et croissance, c'est peut-être, je suis sûr, c'était touché par ces problèmes de maladie. Alors, il faut méfier avec les résultats. C'est dommage parce que je crois qu'il y a des choses très positives dans ce qu'on a fait, mais pas conclusif grâce à ce problème que, heureusement, maintenant, on a un nouvel intervenant, un vétérinaire, et on a mis en place les choses pour corriger ces choses. Oui, donc tu confirmes que les performances qu'on a présentées sont vraiment à prendre avec du recul, quoi. Déjà, on a un faible effectif et en plus, comme tu dis, on était peut-être sur des animaux où on peut suspecter des problèmes de santé qui auraient pu affecter leur croissance, quoi. Ouais. À mon avis, oui. Donc après, une autre question sur le type d'aliment concentré qui a été utilisé en complément du pâturage. Donc peut-être que Karl, tu peux répondre à cette question. C'est l'aliment de commerce qu'on achète. J'ai un artiste devant mes yeux. Il n'y avait pas de différence avec ceux qui étaient en bâtiment, c'est ça le message? Non, voilà. On n'a pas changé la composition de l'aliment, non. Très bien. Ensuite, il y a l'âge d'abattage. À quel âge les porcs ont été abattus? Ça dépend des lots. Dans l'essai, on l'a mis là, c'est autour de 220 jours, quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que par rapport aux pratiques habituelles de Karl, c'était plus tard que d'habitude. Donc, ce qui confirme bien que ces lots-là ont eu une croissance plus lente que ce qu'il a d'habitude sur son élevage. Je crois que d'habitude, tu es autour de 200 jours, il me semble, Karl, en âge à l'abattage. Oui, normalement, dans le clou. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que c'est pas que vous avez triché avec les photos, mais la dernière photo où j'étais dans cette jolie t-shirt rose entre mes cochons, ça, c'était un lot on a fait avant notre travail ensemble, qui était un premier essai un petit peu de ma part. Et je vois bien que ces cochons-là sont en meilleure santé et cet essai a été fait sans prendre les mesures. Mais visuellement,
je suis convaincu que ça, c'était un lot avant le problème de maladie qui c'est difficile à voir. C'est pas quelque chose qui manifeste, c'est pas flagrant. Ça veut dire c'est une glisse vers un manque d'appétence peut-être et un manque de croissance. Et on va voir parce qu'on est en train de corriger ça avec les divers traitements, avec les vétérinaires. Et donc une dernière question sur les calculs de coût d'implantation des parcelles, donc avec les cultures annuelles de l'année précédente et potentiellement un retour sur le coût du kilo de croissance par rapport à une alimentation à 100% concentrée. Donc en fait l'impact du prix des semences par rapport à la réduction d'aliments potentiels qu'il y aurait pu avoir avec les porcs qui ont été pâturés. Est-ce que ça, c'est des calculs qui ont été effectués? Alors, on n'est pas allé jusqu'au calcul abouti croisant le coût d'implantation et performance des animaux au regard notamment du problème sanitaire. En fait, ça n'aurait pas eu de sens. Et c'est une année de calage, donc c'est compliqué d'être. C'est un peu risqué d'aller sur la dimension économique quand le système n'est pas du tout en rythme de croisière. Par contre, le coût d'implantation des parcelles, oui, on l'a fait. Ça varie d'un coût vers l'autre, c'est extrêmement variable. Hein. De mémoire, on passe de 100 à 600 euros hectare en fonction du. Le moins cher devait être le moa à trèfle, qui était autour d'une centaine d'hectares, et puis le plus cher devait être le maïs, qui devait frôler les 600 euros en comptabilisant les coûts de semences et d'intervention par un entrepreneur. Mais on n'a pas pu aller plus loin. Ça fait partie des choses à suivre, mais plus pour la suite. C'était un petit peu pourquoi on a une des raisons pourquoi on a décidé que peut-être une approche avec les perennials, les coachs pérennes, c'est parce que là on a peut-être 4 ans après le semis. Alors ça réduit un peu les coûts là. Voilà. Et c'est bien un coût global, travail du sol compris. Hein. Je vois la dernière question qui a été posée, oui. Très bien. Donc, on a fait le tour des questions. Donc, je vais laisser la parole à Antoine pour la suite. Merci à tous les intervenants.